La première histoire qu'on va lire, enfin que je vais vous lire, plus précisément, parce que vous ne lisez pas en même temps que moi, hein, c'est La fille des ombres. La fois passée, on s'était arrêté à l'autre. J'ai regardé au clown. On avait lu deux histoires avec des clowns. Et, euh, et celui-là, j'en s'était arrêté pile à cet endroit-là. Donc j'ai un petit peu galéré pour retrouver parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, ben, il y a de plus en plus de pages et il faut à chaque fois que je me souvienne. Donc il faudra que je note qu'on s'est arrêté à telle page pour moi ne pas me perdre parce que sinon je cherche pendant 10 minutes. Oui, il y a toujours les messages, je suis d'accord avec toi. Mais ça m'a fait bizarre en fait. Je m'y attendais vraiment pas du tout. Après, je comprends hein, ce qu'elle fait. Je le ferais aussi si je devais le faire, je le ferais. Si c'est le prix pour être tranquille et avoir la paix pour élever ses enfants, je la comprends tout à fait. Alors, l'histoire donc s'appelle La fille des ombres. Ah bon, attendez, je vais changer. Je vais vous mettre là et je vais prendre mon truc là. Voilà, comme ça. C'est mieux. C'était un doux après-midi d'été que j'ai croisé pour la première fois. Normalement, c'est que je l'ai croisé pour la première fois. Je revenais du café et je faisais un détour par la place de la mairie pour profiter d'une petite balade en ville. En cette saison, la place est bondée de touristes et je n'ai pas compris d'ailleurs pourquoi. C'était juste un petit village perdu, sans intérêt. Au milieu de la foule, je la voyais distinctement, comme à part des autres, malgré le fait que ses habits la rendaient invisible aux yeux de la plupart des passants. Pourtant, elle n'avait rien d'exceptionnel. Cheveux bruns longs, qu'est-ce que je raconte moi, ronds. Euh, les yeux marrons, 1,65 m, un vieux suite rayé noir et gris, foncé assez décoloré, un pantalon marron sans grand intérêt et des chaussures noires. Ce qui sortait le plus de l'ordinaire était la mitaine noire qu'elle portait à la main gauche, absolument rien d'étonnant, et pourtant, tout semblait terne chez elle, aucun reflet dans ses cheveux, son teint était grisâtre, ses yeux étaient dénués de joie et de vie. Elle avait la tête basse et le dos courbé en avant, la rendant encore plus petite, et elle marchait comme un jouet cassé, de manière régulièrement, euh, ouais, régulièrement irrégulier. Euh, je l'ai observée pendant un instant, rien d'intéressant, si ce n'est que c'était l'atmosphère autour d'elle. Plus je la regardais et plus je me sentais fatiguée. J'étouffais un bâillement. À ce moment, ses yeux, qui ne voyaient que le vide, s'éclairèrent soudain pour me regarder. Soudain, j'ai eu l'impression que son ombre avait changé. Pas elle, mais son ombre. Je me sentis mal à l'aise quand ses yeux rencontrèrent les miens. Un frisson me parcourut l'échine lorsqu'elle me sourit. Je détournai aussitôt le regard, puis pressa le pas et me hâta de rentrer chez moi. Je n'ai presque pas arrêté de penser à cette fille étrange de toute la journée. La nuit suivante, j'ai rêvé que j'étais constamment observée et épiée. J'errais dans les rues chez moi. Partout où j'allais, j'avais l'impression de ne pas être en sécurité. À un moment, je me suis retrouvée dans un étrange endroit vide, tout noir. Vous voyez la salle d'entraînement où une journée devient une année dans les mangas. Voilà à peu près. Mais l'ombre et la seule lumière semblaient venir vers moi, si bien que la lumière éclairait à environ 50 centimètres et s'arrêtait assez brutalement. J'étais perdue dans ce monde, mais en même temps j'avais l'impression que mon véritable chez-moi était ici. J'avais eu aussi cette impression d'être seule et en même temps entourée de monde. Ce qui me fit sortir de mon rêve, c'était une main posée sur mon épaule et quelques mots. Bienvenue dans le monde des ombres, là où tu as ta place.
Je me suis réveillée en sursaut. J'ai juste eu le temps de voir quelque chose quitter ma chambre en sautant de ma fenêtre. D'habitude, je ne m'inquiète pas plus que ça, car mon chat fait ça souvent. Mais là, j'ai eu un gros doute. Je n'ai d'ailleurs plus fermé l'œil de la nuit. Le lendemain, je ne voulais pas sortir. Je l'ai vu marcher dans la ruelle en bas de chez moi. Depuis la fenêtre de ma chambre, on peut voir une ruelle juste en face qui débouche sur une rue où je vis. C'est ici elle s'est engagée de sa démarche mécanique. Je suis restée à la fenêtre pour l'observer et avant de disparaître dans l'obscurité, elle s'est retournée et m'a regardé dans les yeux. Malgré la distance, j'avais eu l'impression qu'elle était juste là devant moi. C'est pourquoi j'ai fermé toutes les fenêtres et verrouillé la porte à double tour. J'ai passé la journée enfermée à scruter tous les recoins de ma rue par les volets entr'ouverts quand je me suis décidée à mettre enfin un pied dehors. Il n'y avait rien d'anormal et j'ai pensé que j'avais imaginé tout ça. Je suis allée à mon café habituel, assis à ma table préférée, pris mon cappuccino et lu le journal posé sur ma chaise. Je manquais de m'évanouir quand je lus le mot ténèbres écrit en marqueur rouge sur toutes les pages. J'ai demandé à un ami qui travaillait ici comme serveur, qui était ici avant moi. Il répondit qu'il n'avait pas fait attention, mais qu'il croyait avoir vu une jeune fille. Je pâlis et je suis retournée chez moi. En rentrant, je suis tombée par terre. Partout, ce mot était écrit, sur les murs, le plafond, le sol, les meubles et dans un coin de la pièce, elle. Elle était là. Elle me souriait et me tendait la main. Elle a commencé à avancer vers moi. J'ai reculé en hurlant, en voyant son ombre. On aurait dit un humanoïde en feu, avec une grande faux, à 2 lames dentelées dans une main. La même main qu'elle tendait vers moi. Je n'ai pas supporté une telle pression. Je me suis évanouie sur le palier de l'étage en pleurant. Je me suis alors réveillée dans le canapé de ma voisine. Elle m'a donné un café pour me remonter un peu et m'a demandé ce qui s'était passé. Elle est gentille et je sais que je peux lui faire confiance. Je lui ai donc tout raconté. Elle a eu du mal à me croire, mais elle sait que je ne suis pas du genre à mentir. Elle m'a donc hébergée quelques jours. Elle avait une pièce sans fenêtre dans son appartement et elle a installé un matelas et m'a prêté son revolver de service. Elle était inspecteur. Mais elle me donna aussi la clé de la chambre. La première nuit, elle dormait sur le canapé qui était près de la pièce afin de veiller au cas où. Mais rien. La deuxième nuit, je n'arrivais pas à dormir à cause d'un mauvais pressentiment. Elle fit irruption dans ma chambre. J'ai fait semblant de dormir jusqu'à ce qu'elle se saisisse du revolver. À ce moment-là, j'ai remarqué son ombre. Des fils semblaient être attachés à ses membres comme une marionnette. Elle la contrôlait. Ma voisine appuyait sur la gâchette au moment où je bondis hors de mon lit pour la déséquilibrer. La balle toucha mon oreille, me causant cette plaie et m'assourdissant momentanément. J'ai eu du mal à la désarmer, mais je compris finalement. À ce moment-là, les fils rattachés à ses membres lui ont été arrachés de son ombre et sont partis comme des serpents à qui on vient de lancer une torche. Elle est tombée dans mes bras, inerte, et j'ai vérifié son pouls et j'ai réalisé qu'elle était décédée. Mais mon récit ne s'arrête pas là. En me retournant, je l'ai vue, cette fille bizarre. Elle était dans le coin de la pièce, le plus éloigné de la porte, ce qui m'aurait permis de m'enfuir, mais je ne l'ai pas fait. J'étais en colère. Je l'avais tuée de sang-froid, sans remords, et elle souriait. Je me suis jetée sur elle. Je me suis éclaté la tête contre le mur, et en me retournant, je vis une sorte de brume noire très épaisse qui reprenait lentement forme humaine. Humaine.
Ça me fait mal d'utiliser ce mot pour une créature qui ne l'est pas. Je tentais de nouvelles expériences, mais je tenta de nouvelles expériences, mais mes pieds étaient entrés dans le parquet comme s'il s'agissait de ciment. J'essayais d'en sortir en vain. Ça ne sert à rien de lutter contre elle. Les murs en béton se sont presque instantanément couverts de mousse épaisse, puis d'herbes de montagne et enfin de lierre. La plante rampante mi- oh, m'immobilisa les bras. Elle s'est accrochée à moi, toujours en souriant. Ça fait longtemps que je ne me suis pas amusée. Voyons quel sort je vais pouvoir te réserver. J'étais paralysée par la peur. J'avais peur d'elle. Dès que j'allais de ce que j'allais devenir et surtout de son ombre. Elle était si... Je ne saurais pas le décrire. J'avais l'impression qu'elle sortait du mur. Elle enleva sa mitaine, dévoilant une main complètement noire, noir charbon, écailleuse, recouverte de flammes violettes et bleues. Le reste de son corps se métamorphosa pour finir comme sa main, noire et écailleuse, recouverte çà et là de flamèches. Ces derniers s'identifièrent et commencèrent à ronger ses vêtements, et au même moment, son corps changea de forme. Sa taille approchait d'1,90 m, voire 2 mètres. Son visage s'affina. Son corps devenait plat, sans relief. Ses membres s'allongeaient mais gardaient la même finesse. Ses oreilles s'appointèrent, des cornes poussaient. Son nez s'effaçait, ne laissant que 2 encoches au milieu de ce visage cauchemardesque. Sa bouche s'allongeait et s'ornait de longues dents tranchantes. Des sordelles faites de brume noire, et ses yeux, le blanc, était devenu rouge. L'iris était entouré de jaune-orange au centre, et sa pupille s'était affinée pour ressembler à celle d'un chat. J'étais paralysée de peur, et même si je le pouvais, je n'aurais pas la force de m'enfuir. La pièce s'assombrit brusquement, jusqu'à devenir complètement sombre. Je fermai les yeux. Je ne sais pas combien de temps je suis restée les paupières closes à attendre mon châtiment. Tout ce que je sais, c'est que quand je les ai réouverts, je me trouvais dans le monde des ombres. En regardant autour de moi, je vis des ombres et plutôt des sortes de spectres virevolter autour de moi. J'ai avancé un peu, toujours entourée de cette faible lumière, juste assez suffisamment pour empêcher ces ombres de m'approcher. Qui sait ce qu'elle pourrait me faire? J'avais peur, je me suis mise à pleurer, tout en cherchant une issue à ce monde dans lequel j'étais tombée. J'ai couru vers lui, car je vis un puits de lumière, une porte, juste une porte, sans mur, sans rien autour, ni de l'autre côté. Peu importe, je l'ai ouvert. C'était la pièce où je me trouvais quelques instants auparavant. Je faillis vomir en voyant mon cadavre emprisonné dans le sol et avec les lierres. Inutile de le décrire, vous l'aurez sûrement sous les yeux. Remarquez, mon cadavre n'a pas d'ombre, car je suis ici, dans cette pièce, dissociée de mon corps. C'est moi qui ai écrit ces lignes en étrange encre noire que vous lisez sur les murs. Ma lumière faiblit, et quand j'aurai fini d'écrire ces lignes, je m'en irai, et je deviendrai une de ces ombres. Je m'en vais maintenant. Ma voisine est aussi avec moi. Elle est presque une ombre et me murmure: bienvenue dans le monde des ombres, là où est ta place. Attention à cette fille, j'espère que vous ne la croirez jamais, que vous ne la croiserez jamais. Adieu. Texte écrit sur les murs d'une pièce dans un appartement de Paris Nord. Donc c'est une histoire qui a été retrouvée sur un mur dans un appartement.
Mais non, ça ne fait pas très très peur. Qu'est-ce que tu me racontes, Choupi? Allez, 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 allez. Qu'est-ce que tu me racontes comme bêtise encore? Oh, j'arrive pas avant. Ah oui, mais c'est ça qui me gêne. Ça me fait bizarre parce que le truc, il est noir avec des écritures rouges et blanches. Et en fait, quand je regarde la feuille et que je la lis, et qu'après je regarde le chat, eh bien, j'ai l'impression d'avoir toutes des petites lignes partout. Donc ça, c'était la première histoire. La deuxième s'appelle Borezwerk. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Reviens, s'il te plaît. Nos ancêtres refusent de nous divulguer cette légende car ils veulent l'oublier. Mais maintenant que cette image est devant vous, ne niez plus la vérité. Imaginez-vous seul au réveil dans une pièce sombre et lugubre qui ne donne aucun rayon de lumière et que les trous dans les murs sont les seules sources de clarté. Comment êtes-vous arrivé ici? Vous êtes isolé et désormais personne ne vous entend. Regardez le mur abîmé. Dans un de ces trous se trouve une boîte, rien d'autre que cela, une jolie petite boîte en chair et en os. Ne l'ouvrez surtout pas ou vous subirez le même sort que moi, mais aucun autre choix ne se présente alors. Ouvrez-la vite. Ne paniquez pas, car lui se nourrit de votre peur. Dans cette boîte, il y a une note. Je suis le gémissement qui se répand lentement sur ta carcasse. Je suis sur ton chemin qui, d'une façon malsaine, s'en prend à toi. Je suis l'arbre malade qui nourrit ses écorces avec les corps amers. Je suis le châtiment et tu es mon esclave. Je suis le loup et toi la brebis qui se fera dévorer. Fais tes adieux. Tu m'appartiens pour des siècles et des siècles. Une présence dans mon dos qui me souffle dessus, mais ce n'est pas le vent. Des voix résonnent dans ma tête et il dit que je suis sa victime. Il sera là bientôt, il sera là pour toujours. Il est là, mon âme est absorbée. Et oui, je suis le Borrelwerk. Et j'aime tellement imiter le bruit que fait mes victimes qui paniquent. C'était un piège pour te prouver mon existence. Maintenant, tu connais mon histoire. Dis-toi que je t'observe de plus en plus près. Tu entends rire dans ma tête? Je suis si heureux, car tu es ma prochaine victime et tout le monde ignorera ta disparition. De toute façon, je te retrouverai et je retrouverai le moyen de te prendre quand tu seras isolé. Tu es à moi, proie, car je suis le prédateur. Est-ce que l'histoire est finie? Ah, mais c'est revenu au début. Oh là là. Bon, attendez. Hum. 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 Attendez, parce que j'arrive pas à avancer la page, ça a bugué. Le coup de l'arbre qui nourrit les écorces me fait penser, style, à des parents toxiques.
Ouais. Oui, aussi. Bon, attendez, parce que le site, il a l'air d'avoir planté. Euh, on va aller là. Et je vais le relancer. Parce que il a planté. Chou, 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 chou. Je ne sais pas pourquoi il l'a planté. Insulteux, il va remarcher. Mais jamais il faut les insulter, voyons. Qu'est-ce que c'est que cette façon de faire? Allez, franchement. Alors. Ah, mais ça va mieux comme ça. Chasse au loup-garou de Hull. Il y a quelques jours, je vous racontais une histoire, l'histoire du loup-garou de Hull. Une chasse avait été prévue qui s'est déroulée durant la nuit de la pleine lune du 21 mai. Et si personne n'a réussi à ramener de photographies de la créature, certains en sont revenus avec des témoignages troublants. Équipés de lampes torches, quelques téméraires, parmi lesquels se trouvaient des journalistes, ont fouillé les cimetières, les entrepôts et les usines abandonnées, sans rien trouver d'autre que des chasseurs de loups-garous nerveux qui espéraient piéger le monstre, mais peu après minuit, ils ont pu observer une grande créature aux yeux de braise qui rôdait dans les sous-bois près des rives du canal de Barmstone. La rencontre s'est faite après que le groupe ait remarqué que de vastes zones du sous-bois bordaient la voie navigable, qu'ils avaient été tout simplement aplatis, comme si un animal de grande taille s'y était roulé. Charles Christian, un ancien avocat devenu folkloriste et un expert en paranormal, a été le premier à distinguer quelque chose dans l'obscurité. Mais des nuages ont dévié la lune, rendant impossible l'utilisation de son appareil photo. J'ai vu deux yeux qui se déplaçaient à travers les sous-bois. C'était net, c'était un animal grand, pas un chat. Il marchait très bruyamment et il ne semblait pas avoir peur, même quand j'ai pointé ma torche sur lui. Il semblait plutôt curieux. J'aurais dû être effrayée, mais je savais qu'il était sur la rive de l'autre côté du canal et il me semblait qu'une telle distance était impossible à sauter, même pour un loup-garou. Je pensais que ses yeux seraient rouges, mais là, ils étaient jaunes. Ensuite, ils m'ont semblé tourner vers le vert. Au bout de quelques minutes, la créature a disparu, s'enfonçant dans les lourds fourrages du sous-bois. Son épouse Jane, une femme de 64 ans, a été témoin de la scène et elle l'a décrit ainsi. Tout ce que je pouvais voir, c'était les yeux, et j'ai entendu le fracas dans les sous-bois où il rôdait. J'étais complètement effrayée. Les chasseurs de loups-garous espéraient suivre la créature, mais même s'ils avaient pu, la terre était encore trop ferme pour montrer les empreintes. Mike Covell, l'expert en folklore local qui dirigeait les recherches, a expliqué. Les buissons avaient été écrasés et les plantes déracinées, comme si un tang était passé au travers. C'était certainement quelque chose de grand.
Ensuite, nous avons entendu un craquement en provenance du bois et nous avons vu ce que nous avons vu. La chasse du loup-garou se poursuivait à chaque pleine lune. Nous sommes déterminés à balayer toute la région et à ne rien négliger. Le problème, c'est que nous ne pouvons pas sentir la créature. La puanteur écrasante de la tanière locale masque son odeur. Certains des habitants pensent qu'il s'agit d'une plaisanterie, mais la majorité prend tout cela très au sérieux. Nous voulons trouver ce qui se cache là-bas. Le mois prochain, les membres du groupe espèrent fouiller toutes les usines et zones industrielles près du canal et suivre tous les chemins solitaires du sous-bois épais euh, où ils pensent que la créature se cache. Au cours de la nuit, des résidents de Hull se sont rassemblés et ont passé de nombreuses heures à fouiller le cimetière local qui date des années 1890. Malheureusement, en raison d'un différend entre deux diocèses, les tombes sont laissées à l'abandon. Elles sont recouvertes de lierre et il leur a été impossible de repérer une trace quelconque. Ça, c'était une histoire sur le loup-garou de Hull. J'avais jamais entendu cette histoire. Pourtant, il y en a blindé sur les loups-garous. Je trouve ça toujours intéressant de, les, de les lire ou de s'y intéresser. Normalement, il y a une deuxième histoire sur ce même loup-garou. Je pense que c'est un témoignage. Attendez, je vais vous le trouver. Oui, c'est celle-ci. C'est parce que tu as moins peur. C'est pour ça. C'est en fait un témoignage et je pense que c'est l'histoire qui va avant celle que je viens de vous lire, justement. Je trouve bête, c'est qu'ils n'aient pas été mis dans l'ordre. C'est ridicule. Gemma Waller, une jeune femme de 24 ans qui travaille dans la sauvegarde des animaux, affirme avoir vu un loup-garou de plus de 2,80 m qui marchait sur le bord d'une route de campagne près de Alsham, ou Alsham dans le Yorkshire. Gemma se trouvait dans sa voiture avec deux de ses amis et elle conduisait quand elle aperçut la créature. J'ai regardé du côté du siège passager et j'ai vu cette tête à quatre pattes qui semblait marcher vers ma voiture sur ses deux jambes. Elle ressemblait à un gros chien, probablement plus grand que ma voiture, mais elle avait un visage humain. Elle avait aussi une fourrure gris crème. Ma réaction a été de me concentrer sur la conduite et fort heureusement, elle n'a pas continué à venir vers moi. Elle a juste fait demi-tour et s'est mise à courir en diagonale. Tout le monde a vraiment été secoué. Nous n'avions jamais vu quelque chose comme cela auparavant. Terrifiés, Gemma et ses deux amis ont décidé de s'arrêter à la première station-service qu'ils ont trouvée. Et ils se sont empressés de raconter leurs mésaventures aux employés de l'établissement, lesquels leur ont alors parlé de Holstinker, le loup-garou de Hull. Nous n'en avions jamais entendu parler avant, mais nous avions étudié le sujet et ça ressemblait exactement à ce que nous avions vu. Ça nous a fait un peu peur encore. Et pour être tout à fait honnête, je n'ai pas dormi cette nuit-là. C'était comme un film d'horreur. Holstinker aurait été vu à de nombreuses reprises au fil des siècles et suite à un certain témoignage récent des
chasses qui ont été organisées près du canal de Barstone, où la créature se dissimulait dans l'espoir d'obtenir quelques preuves de son existence. Il faut savoir que, intrigué, Alice Cooper, le chanteur de rock, s'est servi de sa page Facebook pour demander à ses fans ce qu'ils pensaient du loup-garou de Hull. Le mois dernier, Wayne Carr, un habitant de la ville de Hull, qui craint visiblement que le loup-garou ne s'en prenne aux égoutiers du canal de Barstone, a invoqué la liberté d'information pour compléter au conseiller pour demander au conseiller municipal, je vais y arriver, si une évaluation des risques avait été effectuée, mais les autorités compétentes lui ont répondu qu'il n'y a aucune politique écrite sur la façon de composer en cas de rencontre et que la mairie ne dissimulait aucun stock secret de balles en argent dans ses armoires. Je te taquine, ma petite Fanny, c'est des légendes, t'inquiète pas. Oui, exactement, ce sont des légendes, tout à fait. Mais il y en a plusieurs hein, d'histoires sur le loup-garou de Hull. Hein. C'est intéressant quand même. C'est celle-là. Attendez. Allez, ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Ouais, il y en a pas mal. Hmm. Du loup-garou, nous allons passer après. Je vous le donne en mille. Dans la même foulée que les loups-garous, qu'est-ce que l'on a comme autre Ulule? Non, ce qui ulule, c'est la chouette. Dans les légendes, vous avez les loups-garous. Et quand vous avez les loups-garous, quel est le deuxième animal dont on entend parler? Merci, Jo. On va lire une histoire sur les vampires. Il faut savoir que c'est une histoire authentique sur les vampires. Ce n'est pas n'importe quelle histoire. Le 10 juin 1909, il parut dans un respectable journal viennois, le Neues-Wiener, un article rapportant que le château, il n'y a pas la fin, avait été brûlé par la population car de nombreux enfants de paysans étaient morts subitement et qu'ils avaient été communément admis que cette hécatombe était due aux méfaits d'un vampire. Le dernier comte, lequel avait perdu la vie dans des circonstances troublantes et avait acquis cette réputation. Le château était situé dans une partie sauvage et désolée des montagnes des Carapates et il était autrefois une fortification contre les Turcs. Tirez-moi cette idée de Twilight, s'il vous plaît. L'endroit n'était plus habité depuis la mort du comte, mais il avait la réputation d'être devenu le repère des fantômes, et seule une de ses ailes était utilisée comme logement pour le gardien et sa femme. Le docteur Franz Hartmann se trouvait à Vienne. Il était assis dans un café en compagnie de l'un de ses vieux amis quand il prit connaissance de cet article.
L'homme en question, un occultiste expérimenté et le rédacteur en chef d'un journal bien connu, avait passé plusieurs mois dans la région du château et lui expliqua que le vampire n'était probablement pas le vieux comte, mais plus vraisemblablement sa fille, la comtesse Helga. Puis, comme le docteur Hartmann le regardait sans comprendre, il sortit une photographie du portrait de la jeune fille et commença à lui raconter des histoires fascinantes. Moonlight. Buffy contre les vampires. Je les ai tous, les Buffy. Il y a 2 ans, je vivais à Hermannstadt, en Transylvanie. Et étant engagée dans la construction d'une route à travers les collines, je venais souvent dans le voisinage de l'ancien château. J'avais fait la connaissance du gardien et de sa femme qui occupaient une partie de l'aile de la maison presque séparée du corps principal du bâtiment. Un couple d'un certain âge qui se montrait particulièrement réticent à donner des informations ou à exprimer une opinion sur les bruits étranges qui étaient souvent entendus la nuit dans les salles désertes ou les apparitions que les paysans affirmait voir quand il flânait dans les environs après le coucher du soleil. D'après les rares témoignages que j'ai pu recueillir, le comte était veuf et il vivait avec sa fille, une jeune femme d'une grande beauté. Mais un jour, elle s'est tuée en tombant de cheval et peu de temps après, le vieil homme est mort de manière mystérieuse. Leurs corps ont été enterrés dans le cimetière isolé d'un village voisin et quelque temps plus tard, une mortalité inhabituelle a été observée par les habitants de ce village. Plusieurs enfants et même des gens cultivés ont brusquement succombé sans montrer aucun signe de maladie. Ils se sont juste éteints comme une flamme soufflée et une rumeur commença à courir que le vieux comte était devenu un vampire après sa mort. Il ne fait aucun doute qu'il n'était pas un saint. Il montrait un certain penchant pour la boisson et des rumeurs choquantes circulaient sur sa conduite et celle de sa fille, mais était-elle vraie ou non? Je ne suis pas en mesure de le dire. La maison est alors rentrée en possession d'un parent éloigné de la famille, un jeune officier de cavalerie dont le régiment se trouvait à Vienne. Il semble que l'héritier appréciait sa vie à la capitale car il ne s'en est aucunement préoccupé. Le vieux château était perdu au milieu de nulle part. En fait, il n'est même pas venu le voir, mais il a donné des instructions par courrier à l'ancien concierge, lui demandant simplement de garder les choses en ordre et de tenter de réparer ce qui pouvait l'être. Ainsi, le gardien était en fait le maître de maison et il nous a offert son hospitalité à mes amis et moi. Angel. Toutes les histoires de vampires, c'est pas pour rien que Sam m'a demandé d'être admin dans son groupe avec Mina et Laura, parce que justement, depuis des années, j'ai toujours été fascinée par le monde des vampires et comme j'étais dans le groupe depuis plus de 10 ans, depuis 2012-2013, donc les années sont quand même là. Non, qu'est-ce que je raconte? 2012-2013? Ouais, 2012-2013, donc ça fait plus de... Ouais, ça fait 12 ans. Eh bien, il m'avait demandé d'être admin, donc régulièrement je passe dans le groupe, mais le problème c'est que les partages ne peuvent pas se faire comme on veut, parce qu'il y a toujours cette censure, on ne sait pas d'où ça vient sur Facebook, mais j'ai déjà publié des articles qui étaient censurés alors qu'il n'y a aucune raison.
Donc c'est un peu lourd et dommage de Facebook. Et puis j'y vais plus des masses non plus, mais j'aime bien ce groupe, je m'y sens bien. Un soir, mes deux assistants, le docteur E, un jeune avocat, MW, il n'y a pas les noms, hein, il n'y a que les lettres. Un homme de lettres et moi, nous sommes allés inspecter les lieux. Nous nous sommes tout d'abord rendus à l'écurie et nous avons constaté qu'il n'y avait plus de chevaux, car ils avaient été tous vendus, mais une ancienne calèche qui portait des ornements dorés et des emblèmes de la famille a néanmoins attiré mon attention. Nous nous sommes ensuite allés visiter les chambres en passant par des pièces et des couloirs sombres, comme si il peut en être trouvé dans un vieux château. Le mobilier n'avait rien de remarquable, mais dans l'une des salles était accrochée une peinture à l'huile encadrée, un portail, un portail, qu'est-ce que je raconte moi, un portrait qui représentait une dame avec un grand chapeau et un manteau de fourrure. Nous avons été stupéfaits en voyant ce tableau, non pas tant à cause de la beauté de la dame, mais à cause de la terrible expression de ses yeux. Après avoir regardé le portrait un court instant, le docteur E s'est brusquement écrié. Étrange, elle a fermé les yeux et les a ouverts à nouveau. Et maintenant, elle commence à sourire. Coucou Caro. Alors, comme le docteur E possède quelques talents médiumniques et qu'il avait déjà une certaine expérience de spiritisme, nous avons décidé de former un cercle et d'enquêter sur ce nouveau phénomène. Le soir même, nous nous sommes assis autour d'une table dans une pièce voisine et nous avons formé une chaîne avec nos mains. Bientôt, la table a commencé à bouger, frappant des coups sur le sol de ses pieds, et le prénom Elga a été orthographié. Nous avons également demandé qui était cette femme et la réponse nous a été donnée. La dame que vous avez vue en image. Est-ce que la dame est encore en vie a demandé MW. Cette question est restée sans réponse, mais un autre message nous a été transmis par le même système de coups. Si W le désire, je me je vais me foutre une baffe. Matérialiserai pour lui cette nuit à 2 heures du matin. MW a bien voulu y consentir et soudain, la table assemblée prend de vie. Elle manifestait une grande affection pour l'écrivain, se dressant sur ses deux pieds et se pressant contre sa poitrine comme si elle cherchait à l'embrasser. Nous avons alors demandé au gardien s'il connaissait le nom de la personne représentée sur le tableau, mais à notre grande surprise, il nous a répondu qu'il l'ignorait. Il nous a expliqué que la peinture était la copie d'un tableau peint par un célèbre peintre, Hans Makar de Vienne, et que le vieux comte l'avait acheté car le regard diabolique de la jeune femme lui plaisait tant. J'arrivais pas à le lire. Et c'est vrai qu'il fait froid. Même dans le bureau, hein, le chauffage y va. Et je vous avoue que j'ai pas très très chaud et j'ai mes pieds gelés. Et pourtant, j'ai mis un tapis en dessous de mes pieds. Parce que j'en pouvais plus d'avoir tout le temps mes pieds froids. Malgré que j'avais quelque chose aux pieds, mais rien n'y fait. Nous avons ensuite quitté le château. Et W s'est retiré dans la chambre qu'il avait réservée à l'auberge. À plus d'une demi-heure de là, il était d'ailleurs très sceptique. Il ne croyait pas vraiment aux fantômes ni aux apparitions, mais il ne niait pas l'éventualité de leur existence. Étrangement, il ne se sentait vraiment pas effrayé, mais il était curieux. Curieux de voir ce qui allait se produire. Et pour rester éveillé, il s'est assis et a commencé à lire un article sur un journal. Soudain, vers 2 heures du matin, il a entendu des pas dans l'escalier, le grincement de la porte du couloir, puis le glissement d'une robe de soie
et des bruits de pas d'une dame qui se rapprochait de lui. Il était un peu surpris, mais s'est dit bravement: si c'est Helga, eh bien qu'elle vienne. Alors la porte de la chambre s'est ouverte et Helga est entrée. Elle était plutôt élégamment habillée et semblait encore plus jeune et plus séduisante que sur le tableau. Il y avait un salon et de l'autre côté de la table où V écrivait, et elle s'y est installée en silence. Elle ne parlait pas, mais les regards et ses gestes ne laissaient aucun doute quant à ses désirs et ses intentions. Monsieur W a résisté à la tentation et il est resté ferme. On ne sait pas s'il l'a fait par principe, par timidité ou par peur. Mais quoi qu'il en soit, il a continué à écrire, regardant de temps en temps sa visiteuse et priant silencieusement pour qu'elle s'en aille rapidement. Enfin, au bout d'une demi-heure, qui lui a semblé une éternité, la dame est repartie comme elle était venue. Mais j'ai mes pantoufles. Cette singulière expérience a grandement perturbé M. W. Aussi avons-nous organisé plusieurs séances de spiritisme au vieux château où divers phénomènes inexplicables ont eu lieu. D'une certaine manière, les lampes, les bougies s'éteignaient toujours quand elles étaient approchées du tableau. Un jour, la servante était sur le point d'allumer un feu dans le poêle quand, soudain, la porte de l'appartement s'est ouverte et Helga est apparue. Terrifiant, la malheureuse qui s'est précipitée hors de la salle et a dévalé les escaliers avec sa lampe à pétrole dans la main, la brisant et manquant de peu de mettre le feu à ses vêtements. Elle avait tellement de manifestations de ce genre qu'il serait fastidieux de tout écrire, mais l'incident suivant doit cependant être signalé. Quelques jours après sa rencontre avec Helga, W, qui était désireux d'obtenir le poste de coéditeur d'un certain journal, a reçu une lettre d'une noble dame de la haute société qui lui offrait de le recommander à cette fin. Elle lui demandait de venir à un certain endroit le soir pour y rencontrer un monsieur, lequel lui donnerait plus de précisions. Intrigué, bien évidemment, M. W s'est alors rendu au lieu indiqué et il a été abordé par un individu qui lui a dit que la comtesse Helga souhaitait l'inviter à une course d'attelage et qu'elle l'attendrait à minuit au croisement de deux routes, loin du village. Puis, brusquement, l'homme a disparu. Il semblait que M. W ait senti quelque inquiétude quant à ce rendez-vous, car il a embauché un policier pour se rendre à l'heure dite au rendez-vous. Le policier est allé et le lendemain matin, il lui a rapporté qu'il n'avait rien remarqué d'autre que la vieille calèche du château, tirée par deux chevaux noirs qui s'étaient arrêtés, comme si elle attendait quelqu'un. Alors, comme il n'y avait pas lieu d'intervenir, il avait simplement attendu qu'elle se déplace avant de rentrer chez lui. Interrogé à ce sujet, le gardien du château nous a juré que la voiture n'était pas sortie ce soir-là et qu'elle ne pouvait pas avoir bougé car il n'y avait plus de chevaux pour la tirer. Elles sont jolies, les petites étoiles de Johnson. Mais ce n'est pas tout, car le lendemain, j'ai rencontré un ami, un grand sceptique, qui ne croyait pas aux fantômes et qui était habitué à rire de telles choses, qui m'a dit le plus sérieusement du monde. Hier soir, quelque chose d'étrange m'est arrivé. Vers 1 heure du matin, alors que je rentrais d'une visite tardive, je suis passée près du cimetière du village et j'ai vu un attelage avec des ornements dorés qui se tenait à l'entrée. Je me suis demandé ce qui pouvait se passer à une heure si inhabituelle et curieux de voir ce qui allait arriver, j'ai attendu. Deux dames élégamment vêtues sont sorties de la calèche. L'une d'elles était jeune et jolie, mais elle m'a jeté un regard diabolique et dédaigneux,
comme si elles passaient et rentraient dans un cimetière, là où elles ont été accueillies par un homme bien habillé qui a salué les dames et, en parlant à la plus jeune, lui a demandé: Pourquoi, Madame Helga, êtes-vous revenue si tôt? Un tel sentiment étrange m'a alors traversé que je me suis m'a oui, un tel sentiment étrange m'a alors traversé que je suis brusquement partie et que j'ai couru jusque chez moi. Cette question n'a pas été élucidée, mais certaines expériences que nous avons faites ensuite avec le portrait d'Elga ont mis en évidence des faits curieux. Quand je regardais le tableau pendant un certain temps, je ressentais une sensation très désagréable dans la région du plexus solaire, et comme je commençais à le détester, j'ai proposé de le détruire. Nous avons tenu une séance dans la pièce voisine et la table a manifesté une grande aversion envers moi. Il a été dit que je devais quitter le cercle et que le portrait ne devait pas être détruit. J'ai alors demandé qu'une Bible me soit apportée. J'ai lu le début du premier chapitre de Saint Jean, et le médium dont je vous ai parlé, M.E., et un autre homme présent ont affirmé avoir vu le visage se tordre sur le portrait. J'ai retourné le cadre et j'ai piqué le dos de la toile en différents endroits avec mon canif, et M.E. et l'autre homme, qui s'était pourtant retiré dans le couloir, ont ressenti chacun de mes coups. J'ai fait un signe du pentagramme sur le drapeau, et une fois encore, les deux messieurs ont prétendu que le visage s'était horriblement déformé. Peu de temps après, nous avons été éloignés loin de ce pays et nous sommes partis, et je n'ai plus jamais entendu parler d'Elga. Tel était le récit du rédacteur en chef qui pensait, tout comme ses deux amis, que la jeune femme sur le portrait était la fille du comte, ce qui semblait confirmer le témoignage du sceptique qui avait vu Helga descendre de la calèche ornée des armoiries de la famille. Le gardien avait pu mentir sur son identité pour éloigner les curieux de sa tombe. Il devait croire, comme tant d'autres, que la comtesse était revenue d'entre les morts sous la forme d'un vampire, mais peut-être hantait-elle tout simplement le château et les environs, et que les nombreux décès qui avaient endeuillé la population locale n'étaient-ils dus qu'à une banale pandémie. Quoi qu'il en soit, plusieurs points mériteraient d'être éclairés, et peut-être certains trouveront des explications, à moins qu'ils ne préfèrent emprunter une route plus facile, celle du déni. Très intéressante cette histoire. Très intéressante.